Je crois que François Fatou, délégué général de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, s'est penché sur la question du genre tout récemment. Alors, à l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, vous encouragez les entreprises à faire de la RSE. Il existe des indicateurs, responsabilité sociale d'entreprise, il existe des indicateurs environnementaux et sociaux dans les entreprises, au-delà des indicateurs purement financiers depuis, on va dire, les années 90. Et vous me disiez que ces indicateurs, aujourd'hui, servent à évaluer aussi la mesure des engagements des États. Est-ce que vous pouvez Oui, je pense qu'il peut être intéressant dans notre débat je dirais, d'associer la réflexion sur le débat public, sur les indicateurs de richesse, et puis sur les débats qui peuvent avoir lieu dans les entreprises, puisque là aussi, dans le monde de l'entreprise, la question est posée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui débute la semaine de l'ISR, la semaine de l'investissement socialement responsable. C'est la première semaine de l'ISR, qui est soutenue à la fois par les pouvoirs publics, par l'ensemble des acteurs de la finance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ISR pose la question justement de la mesure des engagements des entreprises, puisque les entreprises sont jugées sur la capacité à développer une stratégie long terme, puisqu'on sait très bien que la finance s'inscrit dans une démarche court-termiste, mais heureusement, il peut y avoir des investisseurs éthiques, fonds de pension, qui ont une démarche beaucoup plus long terme. Et pour, je dirais, sélectionner, puisque la question qui leur est posée, c'est de faire des choix, dans leur placement. Pour sélectionner les entreprises qui seront a priori les plus socialement responsables, elles vont recourir à des agents de notation extra-financières, c'est comme ça qu'on appelle, qui vont justement chercher à évaluer, mesurer, noter, c'est des termes qui ont été employés, je dirais, la performance extra-financière de l'entreprise. Ce qui est intéressant, 1998, la création de la première agence, Geneviève Ferron, 2003, création de Vigeo, qui est maintenant la première agence de notation européenne. Donc Nicole Notas, qui a créé cette agence après avoir abandonné son mandat de secrétaire général de la CFDT. Et c'est intéressant, ce qui montre aussi l'intérêt des organisations syndicales sur ces questions-là. Petite remarque, d'ailleurs, 2 femmes. On voit bien donc, que les femmes sont davantage dans une démarche de prospective que les hommes. Bon. Ce développement de la notation, au départ, s'est fait en direction des entreprises. Elle s'est développée du côté aussi des collectivités locales et du côté des États. Et aujourd'hui, parce que vous avez des placements obligataires, quand vous souscrivez à des PEA, à des investissements, eh bien vous avez à la fois des placements actions, mais aussi des placements obligataires. Et donc, il est intéressant de comparer, je dirais, la méthode de ces agents de notation, notamment dans le choix des critères, donc de voir un peu comment ces agences de notation cherchent à évaluer le comportement des États. Alors, là aussi, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche de notation extra-financière, ce développement de l'ISR, a suscité finalement une réaction des pouvoirs publics en légiférant. C'est la loi de 2002 sur les obligations pour les entreprises cotées de publier des informations sociales et environnementales. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle loi Grenelle II, la loi prévoit une extension du champ d'application des thématiques à renseigner. On va parler des engagements sociétaux en faveur du développement durable. On n'est plus simplement sur les indicateurs sociaux et environnementaux traditionnels. Et donc, on élargit aussi le périmètre d'application, puisqu'avant, seules les entreprises cotées en bourse étaient soumises à cette obligation. Là, c'est toutes les entreprises d'une certaine taille. Et en écoutant les débats finalement sur les questions de méthode, parce qu'on a beaucoup parlé de méthode et c'est très intéressant, finalement je me suis rendu compte qu'on avait aussi les mêmes questions à nous poser quant, je dirais, au choix de ces indicateurs. Et j'en ai relevé 5. La question de la gouvernance, qui va élaborer les indicateurs? Ça c'est effectivement une question clé. La loi d'ailleurs, Grenelle 2, y répond imparfaitement en évoquant le fait que les entreprises, lorsqu'elles auront à rendre compte de leurs pratiques, devront associer, c'est d'ailleurs la première fois que dans un texte de loi, on emploie le terme partie prenante, donc dans un texte de loi, et puis bien évidemment qu'il est prévu que les IRP, les institutions représentatives du personnel, devront être associées. Je dis ça parce qu'une piste intéressante pour nous dans le débat sur les indicateurs, c'est ceux qui peuvent être négociés, j'emploie le terme négociés, avec les organisations syndicales, et quelques entreprises d'ailleurs ont fait ce choix de négocier leurs indicateurs de suivi. Deuxième point, et donc dans la gouvernance, on a parlé de panels, les entreprises aussi mettent en place des panels de parties prenantes, sans se faire trop d'illusions. Quand vous avez dans votre panel des représentants des consommateurs, des fournisseurs, des riverains, des actionnaires, des autorités publiques, des salariés bien évidemment,
Et puis certains disent, il y a aussi les générations futures qui ne sont pas représentées, mais qui ont droit au chapitre. Vous imaginez toute la difficulté d'arbitrer. Et bien évidemment, on parlait de somme des intérêts. Il est nécessaire à un moment donné qu'il y ait un arbitrage entre les préoccupations qui peuvent se manifester de la part de l'ensemble de ces parties prenantes. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Aujourd'hui, la partie prenante qui pèse de tout son poids, c'est quand même l'actionnaire. Bon. Mais cette question-là, elle est quand même posée pour l'ensemble des organisations. Alors pourquoi je parle d'organisation ? Un projet de norme vient d'être adopté au niveau mondial dans le cadre de l'ISO. Ça s'appelle ISO 26000 et c'est une norme de management qui s'appliquera non seulement aux entreprises, mais à tous les acteurs publics et privés. Je dis ça parce que quand on parle de pratiques de non-responsabilité, on peut constater que ces pratiques, on peut les trouver aussi bien chez les acteurs publics que chez les acteurs privés. Je prends toujours l'exemple des appels d'offres. Ceux qui font des appels d'offres, effectivement, vont privilégier le moins-disant social. Voilà. Troisième difficulté lorsqu'il faut choisir des indicateurs, la question du périmètre, c'est une question qui a été évoquée. Faut-il rendre compte au niveau local, national ou mondial ? Malheureusement, on demande aux entreprises aujourd'hui de rendre compte sur un périmètre mondial. Et donc un indicateur de bien-être qui est celui de l'absentéisme, s'il peut avoir du sens au niveau d'un établissement, au niveau d'une petite collectivité, que veut dire le taux moyen d'absentéisme pour un groupe mondial qui a plus de 100 000 salariés et qui est présent dans une centaine de pays ? Et donc, c'est tout le problème de la consolidation des indicateurs qui est un vrai problème. Quatrième sujet qui a été évoqué, faut-il mesurer un état de fait, une réalisation ou une démarche de progrès ? Et là, c'est toute la difficulté. Est-ce qu'on mesure dans le temps ou est-ce qu'on mesure en comparaison avec d'autres acteurs ? Le développement de l'ISR s'est fait en France sur le fait qu'on allait privilégier, qu'on allait s'inscrire dans une logique de benchmark. Le terme a été employé pour savoir si, dans le secteur automobile, on va privilégier tel constructeur plutôt qu'un autre. Et donc là, il faut pouvoir comparer un constructeur par rapport à un autre, mais on voit aussi toute la difficulté, parce qu'ils ne sont pas sur les mêmes pays, les mêmes sites, etc. Donc peut-être privilégier la démarche de progrès. Et puis, il a été évoqué aussi le fait qu'il fallait trouver des indicateurs simples. Je dis ça parce qu'il y a une expression anglaise qui s'appelle le carpet bombing. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui noient leurs lecteurs de toute une série d'indicateurs, 150 indicateurs, c'est aussi ce qui est demandé par des référentiels internationaux, le GRI, mais d'autres référentiels. Et donc, à un moment donné, trop d'indicateurs, finalement, ne permettent plus d'avoir une vision simple et cohérente, surtout pour ceux qui auront à piloter au plus haut niveau, que ce soit le chef d'entreprise comme les salariés. Et là, je reviendrai sur une piste intéressante, puisqu'il faut s'inscrire dans une marche positive. C'est la réflexion qui est conduite dans les entreprises sur le fait d'intéresser les dirigeants à ces questions d'indicateurs de richesse, puisque j'ai noté que les dirigeants n'étaient pas sensibles à ces questions-là et qu'il faut les motiver. Pour les motiver, il faut les motiver par l'argent. Et donc aujourd'hui, il y a un débat qui commence à émerger dans les entreprises, c'est l'intégration de critères de responsabilité, d'indicateurs de responsabilité, de bien-être dans les rémunérations à 3 niveaux. Les dirigeants, les mandataires sociaux, les managers et les salariés. Pour les salariés, c'est dans le cas des accords d'intéressement. Les syndicalistes connaissent bien cette pratique de l'intégration de critères extra-financiers dans les accords d'intéressement. Je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, mais quelques dirigeants se sont engagés, le président de France Télécom, Danone aussi, qui maintenant, pour ses managers, lorsqu'ils ont besoin d'évaluer la performance de la manager, ont 3 types d'indicateurs sociétaux, socio-environnementaux et économiques. Pour terminer sur 2 remarques, attention aux effets pervers. Nous l'avons vu sur la question, par exemple, de la santé au travail. Quand vous avez des accords d'intéressement, quand vous avez des bonus des managers qui sont challengés sur la baisse des actions du travail, bien évidemment que c'est un indicateur simple à mesurer, le nombre d'accidents mortels, mais ou le nombre, je dirais, le taux de prévalence. Mais on a pu constater que ça pouvait générer des effets pervers, sous-déclaration des actions du travail, voire même externalisation des accidents. Et ce qui fait que d'ailleurs maintenant, les entreprises doivent rendre compte à la fois des accidents en interne, mais aussi auprès de leurs fournisseurs, puisqu'ils avaient tendance à déplacer le sujet sur leurs fournisseurs. Et puis, peut-être une note optimiste sur des indicateurs simples, et pour terminer sur la question du genre, voilà, Laure s'est très engagée sur les questions d'égalité professionnelle. Nous avons un indicateur extrêmement simple, signifiant, quel que soit le pays, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Oui, parce qu'à un moment donné, on nous disait, on a X% de femmes dans notre entreprise, donc nous sommes exemplaires. Bon, vous avez des secteurs très féminisés, des secteurs non.
finalement, un indicateur extrêmement simple qui pourrait être activé, que ce soit pour les mandataires sociaux ou pour les managers, c'est le pourcentage de femmes dans l'encadrement supérieur. Parce que là, nous avons constaté qu'en mettant en avant cet objectif, c'est simple à mesurer. Et là, je peux vous dire que quand vous mettez en place, je dirais, cette réflexion pour casser le plafond de verre, puisque là, on touche au plafond de verre, finalement, vous revoyez l'ensemble de vos processus de management, vous repensez les questions d'organisation du travail, vous repensez les questions de temps de travail, accessoirement les questions de conciliation, et accessoirement, vous posez les questions aussi de l'implication des hommes. Je dis ça parce qu'avec Dominique Méda et d'autres, nous sommes porteurs d'une réflexion sur le fait que l'égalité ne concerne pas que les femmes, mais elle doit aussi motiver les hommes. Et donc, avec un indicateur simple comme celui-là, puisque les études de l'OCDE montrent que, de toute façon, la question du plafond de verre se pose dans tous les pays, quel que soit leur secteur et quelle que soit la taille des entreprises, voire même quelle que soit la nature juridique des organisations, parce que cette question de plafond de verre se pose aussi pour les acteurs publics. Merci beaucoup, François. Et d'ailleurs, les entreprises commencent à prendre en compte la question de la parentalité dans leur stratégie. C'est le début d'un commencement, mais ce mot commence à ne plus être étranger au vocabulaire des entreprises.